Bonjour, donc ici c'est le premier vidéo d'un petit cours sur les actionneurs, qu'on va parler des principes généraux et de ce qui est important à comprendre des systèmes d'actionnement. Et ensuite, on va rentrer plus dans le détail des systèmes d'actionnement dans le contexte des robots collaboratifs. Qu'est-ce qui fait qu'un actionneur est meilleur pour un robot collaboratif ou pas? Donc, premièrement, c'est quoi un actionneur? La définition que j'aime bien, c'est le point de vue énergétique. En fait, le point de vue énergétique, je vais y revenir souvent, c'est souvent le premier point de vue à prendre quand on est dans un contexte de système d'actionnement. Car au fond des choses, qu'est-ce que le rôle d'un actionnaire, c'est on a un certain, par exemple, travail mécanique à faire en termes de joules. Mettons que je veux visser une vis dans un mur, par exemple, et on a une source d'énergie, par exemple ici, une batterie, qui a un certain nombre de joules ici dans la batterie. Puis le système d'actionnement, ben, c'est ce qui permet de transférer cette énergie-là de notre source d'énergie à notre travail. Donc, par exemple, si on prend cet exemple de drill-là, on a notre batterie, l'énergie chimique, et ensuite, on a ici j'ai illustré plusieurs blocs qui sont dans le fond des différents éléments qui transforment l'énergie jusqu'à arriver au point où on a une charge, qui est ici notre vis, sur laquelle on fait un travail mécanique. Donc, un actionneur, c'est souvent ce qu'on va appeler un actionneur, une certaine partie de nos éléments qui transforment l'énergie entre notre source d'énergie et notre charge. Donc, par exemple, dans le cas d'une drill, ce qu'on appellerait actionneur, ce serait probablement ici le moteur électrique au milieu. Mais souvent, on va inclure aussi dans ce qu'on va appeler actionneur, par exemple, ici le ratio de réduction, qui serait probablement une transmission planétaire ici. Et l'électronique de contrôle ici du moteur qu'on pourrait inclure. Un autre élément qu'on va souvent retrouver, c'est quelque chose qui permet de moduler la puissance qui va être transmise de notre source d'énergie vers notre charge, qui ici pour une drill, ici pour une drill, c'est juste contrôlé par la gâchette qui module l'électronique de puissance pour laisser passer plus ou moins de puissance dans notre système. Donc, souvent, on va faire ce que j'appelle un volume de contrôle autour d'un certain élément de transformation. Puis, on va s'intéresser, quand on choisit un actionneur, différents paramètres de performance comme la puissance, la force, la vitesse, etc. pour satisfaire notre tâche. La première chose qu'on devrait se poser en termes de différents, comme on a dit, puissance, force, bande passance, vitesse, efficacité, il y a plusieurs spécifications qui peuvent être importantes pour un système d'actionnement. Mais la première à se poser comme question, le point de vue énergétique permet de simplifier beaucoup de choses, c'est comment de puissance j'ai besoin pour faire une certaine tâche. Donc, par exemple, si j'ai besoin de prendre une masse, de la lever de 10 mètres en 10 secondes, bien ça me définit une puissance. Et si je n'ai pas un système qui a cette puissance-là, c'est impossible que j'accomplisse ma tâche. Pourquoi plus puissance que force, par exemple? Ben, la force est reliée au deuxième point qui est où est la puissance de mon actionneur. Donc, par exemple, si ici, j'ai un vérin, mettons que ça c'est... mettons que j'ai 10 livres à lever. Mettons que mon vérin ici, il fait juste 5 livres. Premier point de vue, on pourrait dire, ah, mon vérin n'est pas assez fort pour lever le système. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre un levier pour lever mon 10 livres? Donc, où est la puissance? Ça, on peut tricher avec des mécanismes, comme une transmission, etc. Mais la puissance, on ne peut pas tricher. Si mon vérin ne fait pas
la puissance nécessaire pour faire ma tâche, impossible que j'accomplisse ce que je veux faire. Donc, si je recommence, dans un premier temps, si on analyse un système d'actionnement pour une tâche en particulier, point de vue énergétique est le premier à prendre. Est-ce que j'ai assez de puissance pour faire ce que je veux? Deuxièmement, où est la puissance? Mon vérin, par exemple, n'a pas de la puissance disponible jusqu'à infini de vitesse. La puissance typiquement diminue avec la vitesse. Ou ceux qui sont habitués à regarder des voitures, performance des voitures, souvent on est habitué de voir HP en fonction du RPM, que il y a juste pour une certaine plage de vitesse que la puissance est disponible. Donc ça, c'est aussi un point important, mais on peut jouer avec les transmissions pour déplacer où la puissance est disponible. Autre point qui peut être important, c'est la bande passante. Par exemple, si on veut actionner quelque chose à haute fréquence, donc faire du va-et-vient très rapide, bien peut-être qu'un certain type d'actionneur n'est pas capable de transmettre beaucoup de puissance au-delà d'une certaine fréquence. Et pour certains types d'actionneurs, comme par exemple nos propres muscles humains, ben, on est aussi limité en déplacement. Donc si par exemple j'ai un muscle qui se contracte, ben, la puissance est juste disponible sur un certain déplacement, contrairement à un moteur électrique qui, lui, peut tourner à l'infini, pas vraiment de contraintes de déplacement. Donc, c'est pour ça ici que j'ai aussi une limite en termes de déformation qui, pour certains types d'actionnements comme les shape memory alloy, les piézoélectriques ou les électionneurs diélectriques, on a une limite en termes de pourcentage de déformation pour ce type d'actionneur-là. Pour un vérin aussi, par exemple un vérin hydraulique, on pourrait dire que typiquement les vérins, c'est à peu près 40% max de leur longueur totale qu'on peut avoir de déplacement. Mais pour les actionneurs rotatifs, comme on peut avoir en termes de moteur électrique, moteur hydraulique ou moteur pneumatique, on n'a pas de limite de déplacement. Autre chose d'important, que souvent on néglige en robotique, c'est l'aspect énergétique, rendement énergétique. Mais quand on fait des robots mobiles, ou bien un drone, ou bien tout ce qui doit transporter sa source d'énergie, ça peut devenir rapidement important. Et aussi, ensuite, il y a des aspects pour un choix d'actionneur qui vont être liés à comment c'est facile de contrôler notre actionneur. Donc, dépendamment de la dynamique interne, des délais dans la boucle, et si le système est réversible ou non, ça peut faire qu'on est capable de bien contrôler la force que l'actionneur produit ou pas. Ce qui va être un truc assez important pour la robotique collaborative. Donc ici, j'ai un petit tableau qui donnait des grandes lignes de, par exemple ici, puissance, force, que ici, j'avais divisé par des kilos, où ici, c'est une pression, dans le fond, c'est une force divisée par une surface, qui était pour essayer de comparer côte à côte différentes technologies. Parce que, bien sûr, plus un moteur électrique est gros, plus il est puissant. Donc, si on divise par la masse, ça nous donne à peu près un indice de performance de la technologie. Donc, on remarque que 200 watts par kilo, c'est à peu près le même range que les muscles humains. On voit que les autres technologies d'actionnement pourraient aller chercher des beaucoup plus grosses densités de puissance. Mais vous allez voir, il y a un petit bémol que je vais expliquer à la prochaine page. Le problème, par exemple, des moteurs électriques, qu'on va y revenir, c'est si on regarde en termes de densité de force. Ici, si on compare aux muscles humains, on voit que la force est beaucoup plus petite. Pourquoi on a la même puissance? Parce que les moteurs électriques, leur puissance est disponible, mais à haute vitesse. Donc, il faut absolument mettre un avantage mécanique pour aller chercher une grosse force avec un moteur électrique. Donc ça, c'est un des inconvénients qu'on va revenir dessus sur la section spécifique sur les moteurs électriques. Mais les moteurs électriques sont particulièrement efficaces de façon générale, donc ça, c'est un autre de leurs plus. Donc, si je reviens ici, si on regarde par exemple les actionneurs hydrauliques,
ça semble être super intéressant, beaucoup plus performant que les moteurs électriques. Pourquoi on n'utilise pas plus ça? Ben, il y a certaines applications que ça peut être vraiment intéressant, mais le premier point que j'aimerais faire, c'est que il faut prendre ce tableau-là avec un gros bémol parce que la définition d'actionnaire n'est pas nécessairement claire dans tous les cas. Et on ne compare pas toujours des pommes avec des pommes. Donc, par exemple, si on analyse une pelle mécanique, le système d'actionnement, c'est plusieurs éléments. Donc, on part ici de l'énergie chimique dans notre tank à essence et on a plusieurs degrés de liberté qui ont différentes charges sur les différents degrés de liberté. Si on compare juste les cylindres ici, qui sont un peu mes actionneurs de ma pelle mécanique, oui, ils ont une super bonne densité de puissance, mais on n'inclut pas ici ce qui est très lourd dans le système, c'est par exemple la pompe hydraulique et le moteur à combustion qui fait tourner cette pompe hydraulique-là. Donc, par exemple, si on voudrait comparer une pelle mécanique avec une version électrique avec des moteurs à chaque joint, il faudrait juste faire attention de qu'est-ce qu'on compare avec quoi. Parce que selon ce qu'on inclut ou pas, ça peut vraiment changer l'analyse. Donc, en gros, le message, c'est pas toujours facile de comparer différentes architectures d'actionnement. Faites attention avant d'utiliser des chiffres comme j'avais regroupé ici dans un tableau comme ça. C'est pas tout le temps simple comme ça à analyser et comparer. Donc, dernier point à haut niveau avant de passer plus précis dans les prochaines vidéos, c'est le premier point, c'était combien de puissance j'ai besoin, qui était l'important. Et le deuxième point, c'est où la puissance est disponible. La première chose à regarder en termes de où est la puissance, c'est la courbe force-vitesse des actionneurs. Tous les actionneurs, on peut voir ça comme une force qui, en parallèle, un élément dissipatif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun actionneur qui est capable de produire une force jusqu'à infini de vitesse. Il y a toujours une espèce de mécanisme de dissipation interne. Sinon, ça voudrait dire que mon actionneur a infini de puissance. Si je suis capable de produire une force constante jusqu'à une vitesse infinie. Donc, par exemple, dû à différents phénomènes, comme la friction ou la viscosité, la force en sortie de mon actionneur va diminuer avec la vitesse à cause de dissipation interne. Donc, ça me donne un peu la plage d'opération que mon actionneur peut travailler dessus. Et c'est relié aussi à la puissance, qui est force fois la vitesse, qui serait dans le fond des courbes. Je vais essayer de dessiner avec une autre couleur. Donc la puissance max, ça serait une courbe puissance égale constante. On aurait par exemple puissance max qui se trouve ici sur mon système. Donc, qu'est-ce qui arrive quand on connecte mon actionneur à une charge? C'est aussi un point intéressant de regarder ça en termes de courbe force-vitesse. Si on connecte la charge mécanique sur laquelle je veux faire un travail, par exemple ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que la charge mécanique a sa propre caractéristique. Plus on pousse rapidement sur cette charge-là, donc si je pousse rapidement, plus je vais avoir de résistance qui augmente, par exemple ici. Et le point que mon actionneur va stabiliser, c'est là où la résistance de ma charge va être égale avec mon autre courbe qui est caractéristique de mon actionneur. Donc, ça me permet d'étudier, par exemple, pour une charge à un actionneur donné, à quelle vitesse mon système va. Ça va être quoi la vitesse d'opération de mon système. Autre chose qui peut être intéressant relié à cette courbe-là, c'est en électricité, on entend souvent parler de matcher les impédances. Donc ça, c'est un concept qui, si on veut maximiser la puissance qui est transférée de mon actionneur à une charge, idéalement, il faut que mes deux éléments dissipatifs soient égaux.
Donc, le match parfait entre un actionneur et une charge. Match parfait entre un actionneur et une charge va se trouver au point où les deux pentes sont égales ici, ce qui veut dire que ma dissipation interne est la même que celle externe. Et ça, c'est le point de puissance maximum que mon système va se retrouver. Si je mets, par exemple, si je branche une charge qui est trop grande, je vais comme écraser mon actionneur. Il ne sera pas capable de bien travailler. Puis si je mets une charge trop faible, vu qu'il n'y a pas beaucoup de résistance, il va aller plus vite, mais il y a moins de puissance qui va être transférée. Donc, il y a un certain optimum en termes de transfert de puissance. Donc, c'était le petit overview de tout ça. Dans la prochaine vidéo, on va parler en détail des moteurs électriques et on va analyser un peu c'est quoi leur comportement et on va revenir sur le concept de courbe force-vitesse qu'on va rentrer plus dans les détails mathématiques.